Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvelle émission d'actualité 7 jours en Chine. À Hong Kong, la loi fondamentale impacte la ville de multiples façons. Elle précise qui a le droit de vivre à Hong Kong et dit comment le gouvernement doit utiliser l'argent du contribuable. Il a fallu près de 5 ans pour terminer la rédaction du texte législatif suprême de Hong Kong. Monsieur Leung Chun-ying, qui fut le secrétaire général du comité consultatif de 1988 à 1990, a dit que l'ensemble des 160 articles de la loi fondamentale ont été abondamment discutés. Nous avons imprimé environ 1 million de copies des délibérations. Et la population de Hong Kong à ce moment-là était de 6 millions de personnes. Pour que les copies soient plus faciles à lire, nous les avons mises à disposition au comptoir des banques à Hong Kong. Il était même possible d'en trouver dans des succursales à l'étranger. La loi abordait tous les aspects de la vie des résidents de Hong Kong après la rétrocession à la Chine en 1997. Je me suis rendu dans tous les quartiers pour écouter les gens après l'envoi des copies des rapports de la consultation. Et ce sont souvent leurs premières questions qui m'ont le plus impressionné. L'une des questions était: quel genre de billets devrons-nous utiliser pour payer notre premier repas après la rétrocession? C'était une question très terre-à-terre qui concernait tout le monde. Alors je leur ai répondu que la réponse se trouvait dans la consultation. La monnaie officielle de la région administrative spéciale de Hong Kong est le dollar hongkongais. Monsieur Leung dit que pour permettre le bon fonctionnement du système de gouvernance un pays, deux systèmes, il faut respecter la loi fondamentale à la lettre. Comment s'assurer qu'un pays, deux systèmes est bien mis en œuvre? Selon moi, cela dépend de deux choses. Premièrement, la conception doit être scientifique et pragmatique. Il faut dire que le gouvernement central, Hong Kong et les autres acteurs ont fait beaucoup d'efforts pour s'assurer que la conception soit mise en pratique lors de la rédaction des articles de la loi fondamentale. Chaque individu, quelle que soit son origine sociale, ne doit pas seulement connaître la loi, mais aussi comprendre correctement le sens véritable de chaque ligne. Depuis sa prise de fonction en 2012, M. Leung s'est attaqué activement aux problèmes qui préoccupent le plus le public, tels que le logement, la pauvreté, le vieillissement de la société et la protection environnementale, et ses efforts ont souvent été couronnés de succès. La principale cause des prix élevés de l'immobilier, c'est la pénurie d'offres. C'est pour cela que nous avons beaucoup travaillé au cours des 5 dernières années pour augmenter le nombre de logements en replanifiant l'utilisation des terrains et en ouvrant de nouveaux terrains. Hong Kong comptera 96 000 logements supplémentaires dans les 3 à 4 prochaines années. Cela représentera une hausse de près de 50% par rapport à l'état des choses lorsque j'ai pris mes fonctions en 2012. Quant aux questions relatives aux personnes âgées et à la pauvreté, nous avons intensifié nos efforts pour soutenir et aider la population. Nous avons mis en place un seuil officiel de pauvreté pour la première fois que nous utilisons pour mesurer nos résultats dans les programmes de lutte contre la pauvreté. Et puis les dépenses de sécurité sociale ont augmenté de 71% en 5 ans. C'est aussi une hausse considérable. Lorsque l'on parle du développement économique et social futur de Hong Kong, M. Leung est confiant et pense que les projets de développement de la baie Guangdong, Hong Kong-Macao et de l'initiative Ceinture et Route offriront de nouvelles opportunités à la ville. Les habitants de Hong Kong, particulièrement la jeunesse, vont profiter de beaucoup de débouchés professionnels grâce à la coopération entre Hong Kong et les villes de la région de la baie dans les prochaines 30 à 40 années. L'initiative Ceinture et Route représente une autre opportunité. Hong Kong est l'une des villes chinoises les plus internationales. Nous pouvons en tirer profit en travaillant avec les entreprises de Chine continentale et en aidant les entreprises étrangères à investir dans le reste du pays. L'avenir économique et social de Hong Kong sera rayonnant si nous saisissons ces deux chances. Le chef de l'exécutif a aussi affirmé que Hong Kong, grande bénéficiaire du système de gouvernance un pays deux systèmes, doit prendre en compte les objectifs nationaux ainsi que ses propres forces quand elle se projette dans l'avenir. Selon lui, Hong Kong doit être consciente de ses responsabilités et contribuer au développement national.
La deuxième réunion des Sherpas des BRICS, qui se tenait dans la ville chinoise de Qingdao, dans la province du Shandong, est maintenant terminée. Les Sherpas du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud se sont concentrés sur 4 grands enjeux, parmi lesquels la sécurité politique, la coopération économique ainsi que les échanges entre les peuples et les échanges culturels. Il s'agit certes de la réunion d'un petit groupe, mais les Sherpas de ces 5 pays des BRICS parlent au nom de plus de 40% de la population mondiale. Au cours des 10 dernières années, les membres des BRICS ont contribué à plus de 50% de la croissance économique mondiale. Les Sherpas des BRICS servent de canal principal à la coordination et à l'avancement des préparatifs du sommet des BRICS qui aura lieu en septembre à Xiamen en Chine. S'appuyant sur le thème d'un partenariat renforcé pour un avenir plus brillant, la récente réunion a mené des discussions approfondies sur la situation politique et économique mondiale. Nous avons commencé ce matin en mettant l'accent sur la situation politique et de la sécurité et sur la façon dont les BRICS peuvent améliorer leur coopération pour approfondir notre interaction et pour relever les défis fondamentaux que nous rencontrons au niveau mondial. Toutes les parties ont convenu que les membres des BRICS devraient promouvoir la gouvernance économique mondiale, approfondir la coopération pratique dans le commerce, les investissements et les finances, et renforcer les échanges entre les peuples et les échanges culturels. Il existe de nombreux mécanismes qui se produisent. Certaines de ces réunions ont déjà eu lieu et les compréhensions et les résultats seront signalés aux dirigeants lors du sommet de Xiamen. Certains de ces mécanismes seront des composantes du cadre de Xiamen. De nombreux événements sont prévus au cours des prochains mois avant le grand sommet de Xiamen. On peut évoquer des réunions ministérielles, des groupes de travail composés de hauts fonctionnaires, ainsi que des programmes d'échanges culturels comme des festivals de films, des compétitions sportives, sans oublier le sommet des médias. Déjà, alors qu'il est, nous sommes certains que le sommet de Xiamen sera un grand succès et jouera un rôle de premier plan pour la Chine. Nous sommes aussi certains de la bonne coopération et interaction entre les membres des BRICS. Vous aurez une bonne surprise en septembre. Le processus est en cours, le message est clair. Nous sommes en faveur d'un accord ouvert, d'économie sociale, de libre-échange et de changement climatique. La deuxième réunion des Sherpas a mis en avant les points clés de la coopération des BRICS en 2017. Une feuille de route a aussi été préparée concernant l'avancement des objectifs des BRICS et ce rendez-vous a enfin établi les bases du prochain sommet de Xiamen. La Banque centrale de Chine encourage les efforts pour favoriser le financement vert. Reportage. Le financement vert désigne la recherche d'un équilibre entre la protection de l'environnement, l'investissement et le financement. Les zones pilotes seront situées dans les provinces du Guangdong, du Guizhou, du Jiangxi, du Zhejiang et dans la région autonome ouïghour du Xinjiang. Le gouvernement central appuiera les politiques fiscales et foncières pour les industries et les projets verts. Un mécanisme de prévention des risques sera également mis en place. Le développement du financement vert est une mesure importante et fait partie de la réforme structurelle. Il est essentiel de tirer parti de l'investissement pour alimenter la transition de la Chine vers une économie verte et durable. Nous explorerons les mécanismes innovants de financement vert en soutenant le financement pour améliorer l'environnement, pour une utilisation plus efficace des ressources, ainsi que pour parvenir à un développement économique et social durable. La 20e édition du Festival international du film de Shanghai a ouvert samedi. Plus de 2500 films venant de 106 régions et pays ont été présentés. Un rassemblement de cinéastes internationaux et un banquet pour les amateurs. Le 20e Festival du film de Shanghai a ouvert samedi avec 400 stars et cinéastes sur le tapis rouge. Je vais au Festival de Shanghai presque tous les ans depuis plus de 10 ans. J'ai gagné le trophée du meilleur acteur l'an dernier. Je pense que le festival est de plus en plus influent dans le monde. Le Festival international du film de Shanghai est le premier du genre en Chine.
Les organisateurs sont de plus en plus expérimentés, plus formels et professionnels. Le festival de 10 jours a reçu plus de 2500 demandes provenant de 106 pays et régions. Les 4 principales activités du festival comprennent les prix, le marché, le forum et le panorama du film. Ils ont un bon dialogue international. Vous savez, plus vous pouvez rassembler de gens, plus vous échangez dans les forums avec les invités, plus vous ouvrez la Chine aux cinéastes, et vice-versa. Le festival a ajouté un nouveau programme pour servir de pont pour les échanges culturels entre les marchés en Chine et à l'étranger, et de pont pour le public chinois qui veut avoir une meilleure compréhension des films indépendants du monde entier. J'espère qu'il y aura de plus en plus de mixité avec des films chinois qui vont au monde et des films européens et américains qui vont en Chine. Pas seulement des gros films, mais aussi d'autres films. L'industrie chinoise du cinéma a connu une croissance forte et est devenue plus intégrée internationalement depuis 10 ans. Les organisateurs du Festival de Shanghai espèrent que l'événement deviendra une plateforme pour plus de dialogue et de coopération dans l'industrie mondiale. C'est la fin de votre émission 7 jours en Chine. Merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition.